deuxième table ronde, nous allons entrer encore plus dans le sujet de nos métiers, dans la réalité du terrain, dans les problématiques que nous rencontrons au quotidien. Donc sans plus attendre, Antoine, je te laisse la parole avec nos invités. Effectivement, c'est d'aller un petit peu plus sur la réalité du terrain de la convergence avec le point de départ de la problématique de Philippe Martin. Après, je pense que ça va aller dans plusieurs directions, c'est très ouvert, mais de la réalité de la convergence sur un cas d'usage. Je vais d'abord laisser se présenter chacun des intervenants. Donc Philippe Martin, je suis directeur sécurité au Grimaldi Forum à Monaco et j'ai maintenant à peu près 45 ans d'expérience dans la sécurité en tant que directeur d'exploitation en sécurité, incendie et malveillance. Donc David Le Souder, Smart Green Execution. Nous sommes un réseau d'intégrateurs national, c'est-à-dire qu'en fait on est contractant général du lot connecté. Ce qui fait que notre mission est de traiter au niveau national des dossiers multi-sites pour différentes maîtrises d'ouvrage et d'aller chercher la compétence la plus proche du chantier. Ce qui fait que pour certains d'entre vous, vous ne le savez pas, mais vous êtes dans nos bases. C'est-à-dire qu'en fait, on a un vivier de 494, j'ai regardé tout à l'heure, intégrateurs dans notre base. 40 sont réellement en contrat de sous-traitance annualisé avec nous. Et ce qui fait que nous, l'objectif, c'est vraiment d'aller travailler toute la GTB, puisque le décret BACS aujourd'hui est quelque chose qui draine le marché de manière normée et qui oblige tous les possesseurs de bâtiments de plus de 1000 m² à mettre aux normes et à piloter leurs bâtiments pour atteindre moins 40% d'énergie, de consommation d'énergie en 2030. Et en fait, en tant qu'intégrateur, on a un vivier incroyable d'activités. On reviendra sûrement sur la partie formation, effectivement, que Fabrice tout à l'heure parlait. C'est quelque chose d'assez crucial pour pouvoir adresser les 280 000 bâtiments qui sont à équiper d'ici 2030. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Philippe Wülsteck, donc je suis président de Siemens Vos Technologies France, société allemande dont le siège est à Munich. Donc Siemens Vos, c'est un groupe qui fait environ 130-140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous, notre spécialité, c'est le contrôle de l'accès, mais particulièrement le contrôle d'accès sans fil. Qui est une des familles du contrôle d'accès, appartenant au vertical du contrôle d'accès qui se développe énormément, et plus particulièrement la partie sans fil. Donc voilà, moi je suis à la tête de la première filiale en Europe, donc ça représente Siemens Vos France, 26 personnes, dont moi, avec essentiellement effectivement des délégués commerciaux, des prescripteurs visitant les bureaux d'études, et puis également services techniques pour tout ce qui est mise en service, formation, et on est également centre de formation agréé. Donc voilà pour la partie Siemens Vos France. Daniel Guillen, je suis le créateur, le gérant de l'entreprise Idétique. Idétique, une entreprise d'intégration et d'études de systèmes GTB, domotique, imotique, smart building, on peut appeler ça comme on veut. Ça fait 23 ans que Idétique a été créé. Je suis membre de Canix France depuis 15 ans et membre de l'Anitech. Voilà, une entreprise basée sur Aix-en-Provence avec un rayonnement régional et national dans certains cas. Sébastien Ciano, société 3CR Concept, intégrateur du côté de Montpellier. L'entreprise existe depuis 19 ans et je suis vice-représentant du collège intégrateur KNX France. Merci. Si je voulais revenir un peu sur le cas pratique, c'est qu'en discutant hier pour préparer un peu la table ronde, le point d'entrée c'était un petit peu le contexte vidéosurveillance et qu'est-ce qu'on peut apporter et embarquer dans des systèmes. Et puis en élargissant le sujet, c'est de se dire, l'exemple était hyper intéressant.
Dans le PC sécurité, j'ai 7 ou 8 ordi avec 7 ou 8 claviers sur un système SSI, sur un système vidéo. Comment on pourrait améliorer tout ça? C'était un petit peu le sujet. Oui, tout à fait, parce que ça fait quand même quelques années. Donc, bon, dans ma carrière, j'ai connu que 2 établissements. Donc, c'est des centres événementiels, Palais des Congrès. Donc, c'est actuellement le Grimaldi Forum. Précédemment, donc, c'était un autre centre sur Nice qui n'existe plus. Donc, pour ceux qui sont dans la région, ils devineront lequel c'est. Et dans ma vie donc, précédente, où j'ai été confronté, c'était justement déjà la multiplication de ces PC, de ces systèmes développés utilisés dans les PC sécurité. Et donc, j'ai toujours été un peu confronté au fait que chaque système était bien isolé entre eux et qu'ils ne pouvaient pas communiquer. Et c'est vrai que quand j'ai donc dans ma seconde carrière qui a débuté il y a 5 ans sur Monaco, il y a eu l'épisode Covid. Quand je suis arrivé dans ce PC au Grimaldi Forum, c'était exactement la même chose, peut-être même plus, puisqu'il y avait encore plus de technologies entre l'interphonie, les alarmes intrusion, le système de contrôle d'accès, la vidéosurveillance, le système de sécurité incendie, etc. Donc c'était la GTC, enfin bon, la main courante électronique. Il y a toujours quand même beaucoup d'écrans, PC, clavier, souris. Donc le Covid est arrivé, donc on a arrêté de travailler. Et puis la chance qu'on a eue sur Monaco, c'est qu'on a pu recommencer à travailler avant les autres, puisque la culture a pu repartir. On a pu faire des événements donc locaux, certes, mais on a pu retravailler avec des conditions sanitaires qui étaient très restreintes. Et notamment, on devait mesurer les températures, on devait comptabiliser les gens puisqu'on était à demi-jauge. Et donc, on a commencé à chercher des systèmes qui puissent nous aider là-dedans. Et l'objectif pour moi était d'essayer d'utiliser déjà les systèmes qui existaient, notamment la vidéosurveillance, puisque le Grimaldi Forum était déjà doté d'un réseau de vidéosurveillance très important, et on a voulu essayer de partir dans cet axe. Ça n'a pas trop marché, il faut le dire, puisque là encore, c'était très fermé. Donc, pour la température, on s'est débrouillé avec un petit système, ça a très bien fonctionné. Et après, on a voulu donc tester pour le comptage. Donc là, ce que l'on fait sur le site souvent, c'est qu'on crée des plateformes de tests. Et puis après, on part sur le choix qui a été fait. Donc il y a deux entreprises qui ont été testées. Donc on a choisi, et surtout là, ce qui a été très intéressant, ça a été cette évolution de la vidéosurveillance avec ces intelligences artificielles embarquées. Donc nous, on est là parti sur l'intelligence artificielle embarquée dans la caméra, et qui a pu nous permettre de commencer à développer sur le site des caméras donc, qui remplaçaient certaines de nos caméras aux mêmes emplacements, mais qui permettent aussi bien de faire du comptage. Alors après, aujourd'hui, dans une caméra, sur ce que l'on utilise, il y a 8 jusqu'à 9 algorithmes. Donc on n'utilise pas les 9 algorithmes, mais donc on utilise bien le comptage, puisque c'est notre objectif principal au départ, et même encore aujourd'hui, puisque donc on utilise, donc on a plus de 2 systèmes de vidéosurveillance pour deux missions différentes. Voilà, donc on peut progressivement remplacer nos caméras qui sont en place. Bon, il faut certainement les repositionner par rapport au comptage, mais globalement, avec les différentes technologies, je ne vais pas rentrer dans les différents types de caméras, mais on peut avoir plusieurs fonctions avec cette caméra. Autre chose qui était très bien, bon, je ne citerai pas pour ne pas faire de pub, hein, mais aussi ce que l'on a pu utiliser, c'était aussi les caméras multicapteurs. Parce qu'aujourd'hui, pour éviter des DOM, parce que le problème des DOM, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup développé les DOM pour pouvoir avoir un peu une vue sur l'ensemble des espaces, puisqu'on a des volumes qui sont assez importants. Mais le seul souci du DOM, c'est que quand il est positionné sur un point, on enregistre et on ne voit que ce point-là. Tandis que les caméras multicapteurs, ça nous permet d'avoir une vue à 360 degrés dans le site, et on supprime en plus le nombre de caméras. Je ne parlerai pas aussi du fait que 4 caméras sur une caméra, c'est qu'une seule licence et pas 4 licences. Donc il y a aussi une source d'économie qui est non négligeable au bout du compte. Tout ça pour dire donc, que l'intelligence artificielle aujourd'hui nous permet de faire beaucoup plus de choses.
puisque, allez, je vais aussi parler de l'expérience. L'année dernière, on a eu une exposition, comme chaque année, mais là, on avait une exposition avec un thème qui était l'exposition Monet, avec des valeurs qui étaient colossales. C'est sur Monet, ça a été un record pour le Grimaldi Forum qui organise des expositions culturelles depuis maintenant les années 2000. Mais là, l'année dernière, c'était et l'objectif était justement de pouvoir avoir, que chaque tableau puisse être surveillé. Donc il y avait, au départ, on était parti sur 100 et quelques œuvres. On a fini à 97 tableaux, mais donc ça fait quand même 97 caméras si on veut toutes les avoir. Donc vous imaginez le budget que ça peut faire. Et là, c'est vrai que les systèmes de caméras multicapteurs ou double objectif nous ont considérablement aidés. Voilà. Et en plus, puisque ces caméras pouvaient faire de la surveillance volumétrique comme ponctuelle, ça nous a permis de pouvoir surveiller donc en même temps les tableaux, quoi. Et parallèlement à ça, on a pu faire aussi du système de comptage, puisque sur une exposition, comme c'est une exposition éphémère, alors on adapte la réglementation aussi incendie en fonction par rapport aux capacités. Et donc, à chaque fois, on recrée donc un événement particulier et avec des capacités d'accueil qui sont différentes en fonction des surfaces mètres carrés qui sont utilisées. Et on est aussi donc obligé de pouvoir comptabiliser les gens qui rentrent à l'intérieur pour voir si on ne dépasse pas ces jauges. Voilà, donc tout ça, ça a permis aujourd'hui de pouvoir se développer là-dessus. Mais il n'y avait pas que ça, puisqu'on a utilisé donc la vidéosurveillance pour faire aussi de la surveillance, mais comme traditionnellement on utilise aussi des alarmes anti-intrusion, que ce soit sur des contacts, des tags sur les tableaux ou sur les vitrines, que ce soit sur des radars dans les trucs, donc on a utilisé aussi, on a quand même voulu garder cette technologie. Donc là-dessus, il a fallu qu'on puisse gérer tout ça. Donc c'est là qu'on a trouvé un autre système, donc un superviseur qui a pu nous gérer l'ensemble de ces systèmes sur cette exposition, que ce soit même au niveau du contrôle d'accès. Il pouvait communiquer donc aussi bien avec le contrôle d'accès, la vidéosurveillance que les alarmes intrusion. Et c'est là qu'aujourd'hui, et c'est ce que je recherche entre guillemets depuis, je veux dire, des années, à ce qui est justement un superviseur. Alors, je ne sais pas si on doit l'appeler intégrateur, etc. J'avoue, mais un superviseur qui puisse nous gérer les différents systèmes dans un PC. Et là, actuellement, on veut partir donc pour maintenant déployer tous ces systèmes sur l'ensemble du Grimaldi Forum. C'est 57 000 m², auxquels viendront s'en rajouter 10 000 m² parce qu'on a une extension qui est en cours. Donc, on veut partir aujourd'hui pour essayer de faire communiquer tous les systèmes sur, alors pas un seul et même PC, mais au moins de réduire considérablement les PC au sein du PC de sécurité, pour que l'opérateur n'ait plus à gérer 10 alarmes différentes sur 10 systèmes différents, et qu'on puisse les réunir progressivement sur l'ensemble. Voilà. Là, on a vraiment entendu l'enjeu de la convergence et même de l'interaction, c'est-à-dire qu'une caméra qui peut compter des personnes, c'est important pour la partie sécurité et accès, mais dans vos métiers à vous, ça peut même faire tilt en disant, bah oui, mais ça va être aussi de la régulation des parties ventilation, de renouvellement d'air. C'est à partir du moment où on peut faire converger les choses et partager les informations, alors on va créer plus de services, plus de simplicité pour l'opérateur. Donc il y a vraiment, je pense, une dimension dans ce que vous êtes capable de proposer, aussi bien en tant qu'intégrateur que fournisseur de solutions, de faire des choses ensemble. Par contre, je pense que c'est aussi le topic qu'on voulait donner dans ce sujet-là. Il y a des atouts, mais je pense qu'il y a aussi des points de vigilance. À partir du moment où on interconnecte des systèmes, à partir du moment où on expose à un réseau informatique avec de multiples parties, on a aussi, je pense, une responsabilité de réfléchir les choses en termes d'infrastructure réseau et de coordination de tout ça. Ça me fait penser, effectivement, la partie cybersécurité, c'est vraiment un sujet, je pense, qu'il faudrait traiter presque vraiment à part. Pour rebondir, en fait, cette partie convergence, on le voit, c'est que ce que vous disiez, c'est 67 000 m² à venir pour le Grimaldi Forum, c'est-à-dire que il y a un point d'entrée, chaque maître d'ouvrage a un point d'entrée, focus de ses usages. Donc là, c'était le focus sécurité qui est la première nécessité du lieu.
Et effectivement, quand on va le projeter, alors je vous parlais du décret BACS, parce qu'effectivement, tous les bâtiments de plus de 1000 m² sont soumis, alors 67 000 m², vous imaginez bien. Ça veut dire que ce point de convergence, qui est un premier niveau de convergence, en fait, doit voir plus loin. Et c'est là qu'un intégrateur doit avoir cette vision d'ensemble pour se dire, effectivement, d'une caméra qui va compter X personnes, on va pouvoir déclencher de la ventilation, on va pouvoir déclencher des ouvrants, on va pouvoir plein d'autres choses. On va pouvoir calculer aussi la consommation énergétique, remonter les données des ventilations, remonter les données du chauffage, récupérer tout ça, agréger en un point central. Donc c'est un superviseur de votre superviseur, le premier que vous avez trouvé, qui est à rassembler. C'est là que l'intégrateur a un énorme rôle. Et c'est vrai que nous, on s'est placé dans cette vision-là, c'est de se dire que même tous les intégrateurs réunis autour de cette table, de cette conférence, peuvent peut-être même pas traiter le sujet complet du Grimaldi Forum. Par contre, trouver 10 intégrateurs avec les ultra compétences sur chacun ce bloc-là fait qu'à ce moment-là, ça crée une intégration cohérente du système dès que l'analyse fonctionnelle, le point de départ du client a été faite, soit par un AMO, soit par l'intégrateur s'il y a besoin, mais effectivement d'avoir une vision globale, et ça permet sûrement de pouvoir déporter un peu le sujet et aller plus loin dans la démarche et d'avoir d'autres acteurs et d'aller chercher les fabricants autour. En fait. L'exemple que vous donnez, c'est un premier point de convergence, c'est la convergence des applications et du logiciel. Ça, c'est une vraie convergence qui est aujourd'hui est tout à fait faisable, puisque vous avez mis en place au Grimaldi. Mais en fait, quand on parle de convergence dans le bâtiment, on va traiter l'ensemble des réseaux, aussi bien le réseau bâtimentaire, le réseau sûreté, le réseau administration. Et là, on est confronté à différents soucis qui sont d'ordre réglementaire, par exemple. Le SSI, aujourd'hui, on ne peut pas faire trop de convergence. On peut récupérer du lien d'information, mais on ne peut pas toucher au SSI. La sûreté, avec les problématiques de cybersécurité, là aussi, ça commence à se verrouiller avec les préconisations de l'ANSSI, qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, la convergence, elle est physique, elle est logicielle, elle est d'exploitation aussi, parce que certains sites, donc là vous avez un site, en l'occurrence l'exploitation, vous le traitez vous-même, avec des prestataires peut-être, mais il y a des sites où c'est multi-propriétaires, multi-locataires, où on ne peut pas avoir la même exploitation, la même convergence des réseaux, des services, et ça c'est un problème. Donc la convergence c'est très large. On arrive à des choses intéressantes avec des solutions de caméra, mais là c'est du logiciel, c'est vraiment du logiciel, on va pouvoir compter, on fait ça dans les centres commerciaux, on compte les entrées et sorties dans les centres commerciaux. Il y a encore un monde, notamment en France, où la sécurité et la sûreté s'en demandent encore bien. Oui, mais aujourd'hui, technologiquement parlant, on est capable de faire les deux. C'est pas un problème de technologie. Oui, mais je sais. Alors peut-être aussi, c'est parce que. Mais moi, je vois qu'aujourd'hui, parce que ça fait quand même quelques années que je suis dans la sécurité, c'est vrai qu'avant, une sortie de secours, il fallait la cadenasser quand on était côté sûreté et la laisser ouverte quand on était côté incendie. Et ça tombe bien puisque j'ai toujours été, entre guillemets, quasiment à faire les deux. Donc aujourd'hui, technologiquement parlant, on parle d'unité de gestion des issues de secours. Donc c'est une solution pour pouvoir aussi bien gérer, avec bien sûr la levée de doute, donc à la temporisation pour l'ouverture. Ça veut dire qu'il faut aussi de la vidéosurveillance. Et donc il faut que tout ça puisse communiquer. Et en termes d'exploitants, c'est vrai que ce que l'on demande, c'est que le système de vidéosurveillance puisse faire la levée de doute immédiate sur l'UGIS, c'est une chose, mais aussi sur le contrôle, par rapport au contrôle d'accès, s'il y a une alarme, que je puisse avoir une caméra qui puisse venir. Pareil sur l'interphonie, pareil sur les alarmes intrusion, etc. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est d'essayer au maximum de pouvoir, entre guillemets, faire ces levées de doute immédiates par la vidéosurveillance. Ça ne va pas enlever l'intervention humaine, mais par contre, ça va considérablement l'améliorer, parce que la personne, avant de partir sur la levée de doute, va pouvoir visualiser ce qui se passe déjà et avoir une idée de la situation. Voilà, donc c'est un plus. Et par rapport à la sécurité incendie, j'espère qu'on va continuer à évoluer. Pourquoi ? Parce qu'on parle de vidéosurveillance. Aujourd'hui, la PSAD a reconnu un certain système de vidéosurveillance pour faire de la détection d'incendie.
Et je pense que là, c'est aussi un gros progrès. Alors, c'est vrai que c'est encore un peu fermé, un peu verrouillé, puisque Siemens va travailler avec tel fabricant de caméras et pas forcément avec l'autre. C'est là aussi que c'est un petit peu dommage. Bon, il y a le problème des associativités. Mais je trouve que des fois, justement, donc on se pénalise parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin assez facilement et on est bloqué par des systèmes. Alors là, peut-être qu'on va, nous, sur Monaco, on va peut-être arriver à contourner ça par le biais donc, du superviseur, justement. Ouais. Voilà. Les systèmes ne sont pas forcément... c'est pas compliqué souvent de les mettre, de faire communiquer entre eux. C'est la responsabilité, l'assurance. Pour avoir travaillé avec des maîtres d'ouvrage qui avaient des entrepôts, par exemple, ils regardaient l'investissement qu'ils mettaient dans le matériel par rapport au coût de la prime d'assurance. Ouais. Et donc, en fonction du bâtiment, en fonction de la surface, en fonction du contenu du bâtiment, on équipait plus ou moins le bâtiment et la prime d'assurance reprenait le dessus. C'est plutôt ça, hein, dans le sens où la technologie aujourd'hui existe. Je crois que c'est chez Allo Pneus, ils ont utilisé les premières caméras pour détecter des feux sur les stockages de pneus, parce qu'ils ont eu un sinistre et qu'ils cherchaient une solution pour ne pas équiper, je ne sais plus combien d'hectares, avec des détecteurs. Donc la caméra a été une réponse et ils l'ont mis en œuvre. Voilà. Ce qui est bien qu'on entend là, c'est que l'évolution technologique, elle change la façon de travailler et la façon de travailler est en attente d'évolution technologique. On parlait hier sur la partie contrôle d'accès de temps réel, de possibilité de dire, l'exemple est là, j'ai une porte qui me sert de sortie de secours, mais de l'autre côté, je dois pouvoir contrôler les accès aussi. Et donc, j'entendais ce que tu disais aussi, Daniel, sur tous les cas ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que la problématique, on ne peut pas voir tous les sujets, mais par contre, je pense qu'il y a néanmoins une façon de travailler, une standardisation qui peut être poussée pour dire qu'il y a un ensemble de systèmes et qu'à un moment, il faut pouvoir interagir avec eux. Je ne sais pas ce que c'est la... C'est la problématique, hein, c'est ce qu'on disait un petit peu à la table ronde précédente aussi, hein, c'est la problématique de nos métiers. Donc, il y a plein de métiers différents, et puis après, ça peut être très différent en fonction des verticaux. Donc là, on a l'exemple d'un musée avec des centaines de millions d'euros d'œuvres exposées. On a des cas différents dans les hôpitaux, etc. Donc, il y a la notion du contrôle d'accès, et avec le temps réel qui se développe et qui est impératif. Hein. On parlait de se raccorder, la possibilité de se raccorder avec la SSI, mais également de se prémunir d'attaques terroristes potentiellement. Hein. Donc de pouvoir interagir en temps réel et de cloisonner. Et ça, vous pouvez le faire uniquement en temps réel. Donc ça, c'est une tendance qui se développe beaucoup, mais là, je parle d'une partie contrôle d'accès. Avec, si on prend le cas de Simon de Vos, un système fermé d'un côté, puis un système ouvert, je vais développer un petit peu, mais le système fermé, voilà, ce sera un soft Simon de Vos qui va vous permettre de faire tout ça, il n'y a pas de souci. Mais comme disait monsieur, et vous avez tout à fait raison, c'est la problématique, c'est le point actuel à développer. Il y a déjà pas mal de solutions regroupées aujourd'hui, mais il y a encore énormément de travail. C'est pouvoir interfacer de la RH, c'est pouvoir interfacer sur un même soft, également la partie vidéo, la partie intrusion. Donc nous, on ne sait pas le faire sur la partie propriétaire, hein, mais on sait le faire en étant en collaboration avec des constructeurs qui vont vous proposer différentes solutions adaptées sur différents marchés verticaux, encore une fois. Donc nous, on n'est qu'une partie, mais importante quand même, c'est le contrôle d'accès, parce que je rappelle quand même qu'en France, le marché du contrôle d'accès, on est en Europe au milieu. Hein, vous avez les pays du Nord qui sont très très développés sur le contrôle d'accès. Aujourd'hui, il y a un CCTP qui sort, je sais pas, aux Pays-Bas, dans les pays nordiques, au Royaume-Uni, il n'y a pas un CCTP qui sortira en clé mécanique, c'est encore notre cas chez nous en France. Donc il y a cette problématique de gestion des clés, etc., et de résoudre le problème par rapport à des produits sans fil. Mais c'est qu'une partie de la composante. C'est ça la problématique. Et bon, pour y répondre en ce qui concerne Simon de Vos, on pourra développer d'autres interfaçages qui ont été faits pour des unités de vie protégées, où aujourd'hui on répond à des solutions pour des patients atteints d'Alzheimer qui n'ont pas la possibilité de badger. On a des solutions produits qui peuvent le faire, mais un des grands enjeux, effectivement, c'est d'essayer sur un même soft, de regrouper un maximum de solutions. Donc alliant le contrôle d'accès, la vidéo, la ressource humaine, l'intrusion, etc., etc. Donc effectivement, ça demande une grosse expertise au départ, et ça peut être très différent d'un marché à l'autre. On retrouve souvent ces cas-là, hein, vidéo, intrusion, contrôle d'accès, c'est très souvent lié. Mais voilà, vous parliez très justement aussi de marques, hein, il y a des constructeurs qui vont proposer toutes les marques du marché, d'autres moins, ça dépend du type de superviseur, donc il y a un gros travail de prérequis à élaborer.
Ça peut être complété dans un premier temps par des passerelles informatiques, etc. Mais il y a peut-être la notion de standardisation, j'aimerais bien entendre, parce que globalement, là, on est un peu sur une triangulaire. Standardisation, parce qu'il faut s'ouvrir, mais donc ouverture, parce que justement, il faut communiquer. Et le troisième pilier de ça, c'est sécurité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est standard et ouvert, forcément, on est exposé. Et donc la dimension sécure, je pense que ça serait bien. Après, pour parler au niveau de la sécurité, comme on dit, sur le projet que vous avez cité, il y a notamment une forte volonté de votre part à mener à la convergence. On ne peut pas partir sur un projet sans une volonté finale avec un objectif et aussi de sélectionner les intervenants et à la création de ce projet-là. Le fait de converger en un point impose l'interopérabilité de chacun. La question, c'est qu'au niveau de l'interopérabilité, comment on devient interopérable ? Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va dialoguer sur un même langage, mais la particularité, c'est que ce langage-là peut se retrouver basique, simple et clair, c'est-à-dire complètement transparent. Et là, d'un point de vue de la cybersécurité, on génère une faille de sécurité. La particularité, c'est qu'en plus, là on est sur un bâtiment complet, il y a plusieurs intervenants dans cette chaîne de convergence. On va retrouver les fabricants, on va retrouver les intégrateurs, les intervenants, les mainteneurs, les exploitants et la partie du DSI, le responsable informatique qui est normalement en charge de pouvoir orchestrer et mettre en place l'autoroute de l'information pour arriver à cette convergence-là. Et à savoir que la convergence, on peut l'avoir à un niveau relativement basique, c'est-à-dire directement sur les équipements où on va remonter les informations et les dissocier et les envoyer à chacun, ou sinon on va venir tout centraliser sur un seul point, un seul superviseur unique qui permettra de faire les échanges de l'un à l'autre. Et là, par contre, la subtilité, c'est que si jamais il venait à être défaillant, l'ensemble de votre solution, elle devienne défaillante. C'est pour ça que, généralement, il faut réfléchir sur de l'intelligence répartie pour pouvoir avoir de la redondance au niveau des produits, avoir des protocoles qui permettent d'être sécurisés, que ça soit bien sûr sur la couche IP, mais que ça soit le protocole en lui-même. Généralement, tout le monde dit « je suis interopérable, il y a de l'IP, j'ai une API », le fameux API web interopérable, qui est en fait une boîte noire où l'intégrateur est obligé de plonger à l'intérieur pour savoir comment on fait pour pouvoir dialoguer avec. Et en fait, on s'aperçoit que la documentation de cette API peut générer des failles de sécurité. Et ensuite, c'est nous, intégrateurs, qui devons mettre en place des correctifs avec des mises à jour si on arrive à avoir l'information que, bien entendu, il y a ces failles de sécurité. Nous, notre métier, en tant qu'intégrateur, c'est l'art de dématérialiser l'ordre de la commande. Après, venir intervenir et mettre en place les systèmes fait partie de notre savoir, mais le domaine de la cybersécurité est tellement vaste qu'aujourd'hui, si on n'échange pas autour et de prévenir qu'il y a des failles de sécurité, pour un fabricant, c'est toujours, ça le gêne de devoir dire qu'il faut mettre des mises à jour parce que ça montre un petit peu ses faiblesses. De l'autre côté, nous, ça nous intéresse d'avoir ces informations-là parce que ça montre son sérieux. Le tout est de savoir, d'arriver à montrer qu'est-ce qu'on préfère. Est-ce qu'on préfère un fabricant qui est sérieux ou un fabricant qui est sûr de lui et on n'arrive pas réellement à communiquer avec au niveau des mises à jour. Après, au niveau des protocoles, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment que le protocole de communication en interne ait en son sein et dans sa réglementation, au niveau du protocole, la partie sécurité. Pour justement être sûr que nous, intégrateurs, nous portions la charge de la partie sécurité, parce qu'on est sûr qu'à ce niveau-là, on génère la sécurité. Sur la partie IP, ce n'est pas notre domaine de venir mettre en place et d'administrer l'ensemble des réseaux de tous nos clients. Bien entendu, ils ont des experts qui sont les responsables des services informatiques. Et là, c'est pareil. Comme on a déjà des difficultés à travailler dans l'univers du bâtiment, à expliquer quel est le métier et quelle est notre valeur ajoutée au sein de la conception des projets, les responsables informatiques, les DSI, généralement, on les voit une fois que le bâtiment est en place et une fois qu'ils ont posé les équipements actifs de leur côté et qu'ils ont pris
possession du bâtiment. Donc il y a une inertie qui vient se mettre en place et le fait qu'ils ne sont pas incombés et impliqués à la base du projet est réellement un vrai frein à l'intérieur. Et surtout, d'arriver à expliquer aux personnes sur l'ensemble d'un projet quels sont les intervenants et les nommer. Et surtout, permettre de pouvoir définir les limites de prestation de chacun pour justement savoir, OK, je m'arrête là, tu t'arrêtes là, comment on fait pour dialoguer ensemble? Tout le monde est d'accord? Est-ce que vous voyez quelque chose qui peut générer un problème? Non. Donc, on continue à avancer. La problématique, toujours, il y a des notions de budget. En attendant, de mon point de vue, il est moins cher de faire des erreurs sur le papier que sur le chantier. Et il y a quelque chose de très très intéressant qui a été dit là et qui fait un peu écho de ce qui a été dit avant. Globalement, un peu comme l'intégrateur qui arrive sur le tard, la collaboration, la discussion avec les services informatiques, elle est cruciale. Alors j'ai entendu une chose qui était intéressante, c'est que globalement, un système qui converge ou plusieurs systèmes, il y a débat, aussi bien sur les notions de réseau IP que sur une partie fonctionnelle. Est-ce qu'il faut un ensemble de systèmes qui s'agrègent en un seul? Et la fabrique des projets, en fait, elle doit évoluer. C'est finalement ce qui a été dit à Strasbourg dans l'édition précédente, c'était ce qui a été dit là avant. C'est comment on arrive sur des besoins vraiment fonctionnels, à dire moi j'ai besoin de ça, à mettre les bons interlocuteurs dès le début autour de la table pour dire j'ai besoin de pouvoir discuter de sécurité informatique parce que comment ça se passe, j'ai des problématiques de voix sur IP, d'un tas de choses qui vont converger. J'ai besoin de mettre les compétences, pas forcément l'intégrateur, mais les compétences de l'intégrateur au plus tôt pour que ces questions-là se posent. Celle des fabricants aussi qui va dire ma solution ça elle peut le faire et puis ça elle peut pas le faire parce qu'il faut faire des choix. Et donc comment on peut, dans le futur, c'est un peu notre enjeu aussi avec Smart Intégration Mac, créer des lieux de réflexion pour que ce qu'on fasse là soit un petit peu porté plus loin en impliquant des utilisateurs, des intégrateurs, des fabricants sur cette réflexion-là. Après, ce que tu disais, parce que juste un petit mot, l'autre complexité, mais on en parlait à l'instant, directeur du patrimoine, directeur de site, DSI, ça peut être une autre complexité également. On parlait de faire parler effectivement les technologies, mais faire parler les hommes entre eux avec des idées qui vont dans un sens ou dans l'autre. Et surtout connaître les métiers de chacun. Ouais. Parce que nous, aujourd'hui, en tant qu'intégrateur, on est au niveau du bâtiment, tout est siloté. Tout est bien cadré. On a justement délimité des zones et des périmètres d'action. Nous, justement, l'intérêt de notre... on va pas dire au même niveau que les architectes, mais grosso modo, c'est la même philosophie. Nous, l'intérêt, c'est de venir avoir une vision transversale et de venir rendre communicant ce qui ne l'est pas foncièrement à la base. Et là, tout ça, c'est bien pour ça que je parle d'art de dématérialiser l'ordre de la commande. On arrive à vraiment de l'art, comme tout à l'heure j'ai entendu qu'on nous avait nommés comme des chefs d'orchestre. Tout à fait, on est des chefs d'orchestre. On a des partitions qui nous sont communiquées par les bureaux d'études et les architectes et le client final. Nous, on retraduit et on peut venir apporter quelques petites modifications pour que l'accord sonne mieux de l'ensemble des métiers. Mais c'est vrai que tout ça, ça nécessite énormément de travail, d'anticipation et surtout d'implication. Aujourd'hui, au niveau des chantiers, le retour terrain, il y a vraiment un manque d'implication de tout le monde. On ne va pas se le cacher. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir l'amour du métier, qu'on soit du bâtiment ou des arts. Notre métier, même s'il est numérique, on a quand même l'amour de ce savoir-faire et de cette technicité-là. Je voudrais rebondir parce que justement, quand tu parlais d'unicité, c'est vrai que là, tu es représentant KNX, KNX aussi, je suis membre aussi de KNX, mais l'intégrateur va plus loin en fait. On a cette convergence, mais on va aussi normalement rassembler les protocoles BACnet du chauffage, on va ramener du MBus, du Modbus, du TCP/IP, on va ramener du MQTT. Enfin, il y a multi-protocoles qui correspondent à des applicatifs associés. Et si, quand tu dis effectivement, on doit avoir une vision, c'est parce qu'en fin de compte, dans la première table ronde tout à l'heure, je crois que c'est Nicolas qui le disait, c'est qu'en fin de compte, l'intégrateur n'est concurrent de personne d'autre. Très souvent, il y a le lot électrique, il y a le lot chauffage et le lot sécurité. Une partie, des fois, le lot sécurité va retrouver un bout dans l'électricité parce qu'il y a des connexions. Et en fin de compte, l'intégrateur se balade entre les trois, doit comprendre
mais vraiment comprendre. C'est-à-dire que je le vois, on fait de temps en temps, parce qu'il est membre de Smart Green, il était hier sur un chantier. On fait des formations, on en parlait, on est obligé de faire monter en compétence nos intégrateurs sur, là il y a une formation de 2 jours sur les réseaux IP un peu avancés, donc ceux qui connaissent 2 jours c'est pas suffisant mais c'est un début. On a des formations spécifiques sur la CVC pour comprendre ce que le chauffagiste va dire en face, ce que c'est qu'une vanne 3 voies, l'équilibrage dynamique, enfin les lois d'eau et autres. On va comprendre ce que fait l'électricien, donc certains sont électriciens, on va plus loin, et effectivement c'est d'arriver à avoir cette multi-compétence pour que le client qui arrive à exprimer, ou alors il faut lui faire exprimer le besoin réel, parce que chacun a son prisme, ce qui est normal, et il faut que l'intégrateur, en ayant cette vue plus large, puisse poser les questions en sachant où on peut amener et adapter une solution pour le client. Et effectivement, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de cohérent. Alors tu disais des MSI, les Master System Intégrateurs, c'est à la version anglaise, mais effectivement, l'intégrateur doit faire et discuter avec les fabricants en permanence pour que ça puisse matcher avec le client. En fait. Si on regarde un peu dans le futur, Nicolas l'a dit tout à l'heure, demain l'intégrateur, il faudra qu'il gère l'ensemble des réseaux dans un bâtiment. Et en fait, pour arriver à ça, il y a une phase qui va être très importante et qui est aujourd'hui notre point faible, enfin pas à nous, c'est l'acte de construire et le process de l'acte de construire. Aujourd'hui, maîtrise d'œuvre, bureau d'études, entreprise, maître d'ouvrage qui est un programmiste ou non, les décisions concernant le bâtiment doivent être prises bien en amont et le bâtiment doit être considéré non plus comme un objet mort, mais plutôt un objet qui est capable d'évoluer et donc avec un service qui va être apporté dans l'objet. Et l'objet pourra passer d'une main à l'autre, pourra être restructuré, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à avoir. C'est qu'à un moment donné, en France, et je pense que c'est vrai dans d'autres pays, c'est que l'acte de construire doit réfléchir à l'avenir du bâtiment et à l'avenir du service dans le bâtiment. Tant que ça, c'est pas abordé au sein des acteurs qui font le marché de la construction, aussi bien les maîtres d'ouvrage que les gros faiseurs, hein, les Bouygues, les FH et compagnie, j'ose dire, ces gens-là, ils veulent construire, ils ne veulent pas faire du service. Donc à un moment donné, tant que ce service n'est pas apporté, tant que la réalité de ce que peut apporter un bâtiment en termes de service à un propriétaire ou à un locataire n'est pas pris en compte réellement, eh ben on ne pourra pas avancer. C'est un constat. Hein. On se bat tous les jours, hein, on se bat tous les jours pour ça. Mais il y a une réalité. Justement, pour aller dans ton sens, en fin de compte, là, je crois que c'est en octobre prochain, pour vous, je peux citer, on va sur le quartier, on va aller sur le quartier, c'est Joya Mérida, qui se construit là derrière, la partie Smart Building sur Nice, et avec FH Construction Immobilier, je ne sais plus lequel on est partenaire. Depuis déjà maintenant plus de 6 mois, notre partenaire qui est un éditeur de solutions de plateforme a été emmené avec FH dès le départ. Comme nous, on est partenaire, on va faire l'intégration. Et en fin de compte, sur le bâtiment M1, ou je ne sais plus comment ça se nomme, en fin de compte, dès le début, là on est déjà sur la partie infra IP. Là, il commence à couler, donc on a réfléchi à l'infra IP en amont, complet. On sait déjà la partie domotique qui va être placée et autres, mais la première discussion, ce n'est pas d'arriver a posteriori, mais bien d'arriver dès le début, au moment où le béton commence à couler et déjà avant avec les études, pour commencer à réfléchir en amont. Et là, ça devient intéressant. Et quand un projet se passe bien, c'est que, en gros, la sécurité, le chauffagiste et l'élec ont bien accepté de discuter et de comprendre ce que faisait le SMART au milieu, puisqu'ils sont partie prenante, chacun sa responsabilité. Le gars qui fait l'élec, il installe les produits et nous, on va venir paramétrer ces systèmes-là. Le gars qui fait le chauffage, il met ces systèmes en place. Il nous donne les données qui vont être à piloter dans le système, parce que si c'est nous qui mettons les données, on devient responsable si on met une surchauffe du système, parce qu'il était prévu à 60 degrés et qu'on balance 80 degrés, alors qu'on n'a pas eu la consigne, on devient responsable et on n'est pas chauffagiste. Donc il faut qu'on ait les données qui nous ont été données. Et à ce moment-là, là, on a des projets qui déroulent. Je pourrais en citer qui ne déroulent pas, ça, on en a quelques-uns sous la main. Mais effectivement, c'est quand tout le monde se met ensemble et qu'il y a dès le début, avant la construction, ça devient génial. Une implication. On repart sur le principe d'implication. Hein. C'est-à-dire que même si on fait du numérique, il y a quand même une histoire d'hommes, de personnes qui sont autour d'un projet et qui doivent l'amener à la convergence de la réussite. Là, c'est la convergence au niveau de la technologie. Il faut qu'on arrive à converger vers la réussite.
fait exactement la même chose tous les deux, mais c'est intéressant parce que là, c'est là aussi. Là, il y a une volonté dès le début, donc ça déroule. Et s'il y a les bonnes personnes au bon moment, ça déroule. Et des fois, il n'y a pas cette volonté, même pas cette compréhension qu'en fait, le numérique, il a mis un focus formidable sur le fait que si on ne comprend pas à quoi ça sert à la fin, bah, des fois, on voit juste le fait de mettre des numériques les unes au-dessus des autres et puis de tirer un kilo à côté, sans aucune vision globale. Et le numérique, il a vraiment mis une loupe sur les manques et sur aussi les possibilités de faire. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire et je te rejoins complètement. Et c'est cette nécessité de dire, ok, mais pourquoi on fait les choses et pourquoi on fait du numérique? C'est pas la finalité en fait, c'est à quoi ça va nous servir en fait. Il y a quelque chose de positif, excuse-moi. Il y a quelque chose de positif, on parle de décret tertiaire, décret bac, d'accord? C'est des termes, c'est des décrets avec des obligations. Moi, je vois plutôt une vraie opportunité. Parce que le décret tertiaire, c'est, dans un projet, ça serait le programme, le diagnostic, le programme et la faisabilité qu'on pourrait imaginer sur le bâtiment pour faire des économies d'énergie. Alors, c'est très orienté économie d'énergie, mais associé au décret BAC, qui lui prend en compte l'éclairage, la gestion de l'éclairage, la gestion des stores, des brise soleil, la gestion du CVC, la gestion de la présence ou non des personnes. Là, il y a déjà une approche qui va obliger les gens à aller sur des systèmes qui soient communicants. Moi, j'espère, on est tous sollicités, je pense, avec le décret BAC, et j'espère pour tout le monde, j'espère qu'il y aura une vraie prise de conscience des propriétaires et des maîtres d'ouvrage exploitants que c'est une opportunité pour eux de faire vivre leur bâtiment, avec des solutions qui sont pérennes, qui existent depuis, si on parle de Canix, 30 ans, des solutions qui évoluent constamment, qui s'adaptent, et qui permettent au bâtiment de valoriser le bâtiment, quoi. Et donc de trouver aussi un intérêt économique à l'équipement de ces installations. Et de faire les bons choix. Parce que de faire les bons choix. Ouais. Les fabricants, ils vendent avant tout, donc il faut qu'ils fassent les bons choix par rapport à l'offre aussi. Bah, disons que ils aient les idées claires déjà au départ et faire les bons choix, les choix. C'est surtout la particularité du choix, c'est surtout sur le chemin qu'on décide de partir et quel est, d'un point de vue technique, est-ce qu'on va être périn ou pas. On peut prendre l'exemple entre le DVD et l'HD DVD, Blu-ray, toutes ces phases de transition technologique qui ont amené plutôt sur une partie par rapport à une autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, arriver à trouver des solutions qui permettent déjà, si on dialogue tous le même langage, qu'on arrive à prouver que par l'expérience et l'exercice, plus de 30 ans d'utilisation, on arrive encore à maintenir le système parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un bâtiment, c'est au moins 70 ans d'existence. 70 ans qui, à partir du moment où il a été conçu, jusqu'au moment où il va être détruit, on va retrouver quelque chose derrière. Nous, aujourd'hui, on met en place de la technologie, on le voit très bien sur tout ce qui est smartphone électronique, c'est des durées de vie de 3 ans. On ne peut pas se permettre non plus de pouvoir proposer une solution qui va coûter X euros sans avoir une pérennité dans le système. C'est là où on va reconnaître aussi la qualité des fabricants, historiquement, en disant, tu prends tel fabricant, ça fait des années que je l'ai, c'est jamais tombé en panne, c'est un vrai gage de qualité. Et aussi le fait de se dire la solution, le protocole qui est utilisé, où on est interopérable, on peut retrouver plusieurs fabricants, on peut le rendre sécurisé, que ça soit sur la partie IP, que ça soit directement même sur le bus de terrain. C'est quelque chose, voilà, la rétrocompatibilité, l'évolution, la segmentation. Toutes ces solutions-là, il faut les retrouver au sein d'un bâtiment pour pouvoir justement lui permettre d'évoluer et de garder un gage de qualité dessus. Et bien entendu aussi d'identifier les bons interlocuteurs. Comment on fait pour identifier les bons interlocuteurs? Bon, déjà, ce sont ceux qui se manifestent, qui se regroupent, qui échangent. On peut en retrouver dans des collectifs, dans des syndicats. On peut retrouver aussi des labellisations. Je vais prendre par exemple Calibat, Califelec, pour être assez généraliste. La qualification, la certification, c'est quelque chose de très important et ça montre aussi un gage et un engagement de chacun. Et comme on dit, il faut s'engager. Et justement, pour rebondir sur les deux parties, c'est vrai que tout a un coût. Le décret BAC, c'est une vraie opportunité quand on est propriétaire, mais c'est avant tout un coup de marteau en vous disant il va falloir investir
100 000, 200 000, ça dépend des tailles des bâtiments, euros pour pouvoir atteindre cette obligation de moins 40% de consommation d'énergie en 2030 par rapport à, on va dire, 2020 pour tout bâtiment. C'est-à-dire que le Grimaldi Forum va devoir consommer 40% de moins en 2030 qu'en 2020. Donc c'est juste colossal, sachant que derrière c'est 50% en 2040 et c'est 60% en 2050. Donc ça veut dire qu'on a 30 ans devant et donc obligatoirement beaucoup d'usurpateurs ou guignols sur le marché, toute honnêteté, vendent du rêve avec les C2E, vous savez, les contrats d'efficacité, je sais même plus comment, la compensation des subventions, et en fin de compte font des promesses aux propriétaires, aux maîtres d'ouvrage, leur disant que pour 1 euro, pour quelques euros, ils vont avoir un système. Si on veut quelque chose de non pérenne et qu'en 2030, le subventionneur ne sera plus là, il aura déposé le bilan, ça veut dire que c'est l'intégrateur qui sera responsable de ce qu'il a installé. Ça veut dire que ce sera à lui de prouver que, bah oui, il a installé un système qui ne tient pas la route en 2030, qui n'a pas coûté cher, mais il faut tout recommencer, rebanquer. Et à ce moment-là, bah, il porte la responsabilité et c'est là qu'il y a un prix. L'intégration a un prix, on ne va peut-être pas le donner au mètre carré, enfin on fait des calculs. C'est un angle de vue qui est à décaler un tout petit peu, parce que c'est ce qu'avait dit David juste avant. Pour discuter avec des foncières, j'ai un bâtiment qui vend autant et dans 30 ans j'aurai gagné de l'argent parce qu'il vaudra plus, c'est fini. Et que globalement, c'est sur l'exploitation du bâtiment et le service, en fait. Et cette compréhension que le décret BAC, c'est peut-être des contraintes, mais c'est aussi des opportunités formidables de dire que le bâtiment, il va pouvoir être beaucoup plus confortable, pas uniquement économe en énergie, mais il y a ce prisme-là de dire finalement, je vais peut-être avoir quelque chose de plus facile à valoriser, avec moins de vacances, parce que sur les immeubles de bureau, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas facile de les remplir, en se disant que la porte d'entrée des CREBAX, la contrainte réglementaire peut être aussi vue comme une opportunité, avec des offres technologiques qui vont dire, bah oui, effectivement, il faut que la porte soit fermée, mais par contre, peut-être que tu t'approches, tu n'es pas équipé ou tu es dans une situation de handicap, je vais te faciliter la vie. Enfin, je pense qu'on peut décaler la vue en se disant l'offre de service, le fait de converger les choses, c'est peut-être pas uniquement parce que ça va coûter moins cher ou que ça va être plus facile, mais parce que je vais pouvoir offrir plus de services. C'était peut-être un peu aussi l'idée derrière l'idée de se dire globalement je veux pouvoir mettre des choses au centre parce que je vais pouvoir faire plus. On peut arriver à faire des économies d'échelle. Aujourd'hui, c'est vraiment dans le principe, une information peut être utile à plusieurs services. Le tout, c'est de la rendre disponible à chacun des services et de pouvoir justement arriver à cette convergence-là. Après, il faut voir qu'une donnée qu'on met à disposition de plusieurs services, c'est plus intéressant qu'avoir plusieurs données qui vont converger sur un seul service. Toujours le problème de panne. Et je pense aussi qu'il y a une notion qui est très intéressante au niveau des bâtiments. Je pense que donner une valeur du coût d'entretien d'un bâtiment, c'est aussi une vraie valeur ajoutée sur un bâtiment. Moi, aujourd'hui, j'ai une voiture, j'ai le prix de ma voiture. Je commence à me poser la question de combien elle va me coûter dans le temps les frais d'entretien, les usures, la qualité du fabricant. Tout ça, ça rentre en compte dans le choix de ce que je vais prendre de type de véhicule. Je pense qu'un bâtiment, il faudrait aussi mettre en valeur cette partie-là et aussi pour justement arriver à donner une ordre d'idée. On se pose souvent la question comment on fait pour savoir avec qui je dois échanger. Moi, je pense qu'il faudrait se poser la question, si je pars avec une équipe, que ce soit maître d'œuvre, combien vous évaluez vos projets, combien vous les avez évalués, combien ils vous ont coûté réellement à la fin. Je pense que cette question-là, elle peut être très intéressante aussi. D'arriver à voir le rapport entre l'enveloppe et le réel, et après, arriver à pouvoir quantifier la partie maintenance. C'est très compliqué de pouvoir... beaucoup d'appels d'offres publics aujourd'hui te demandent de projeter à 5 ans, à 10 ans le coût du bâtiment. Il y a une notion et un facteur qui n'est pas pris en compte, qu'on ne peut pas prendre en compte, c'est le facteur humain et l'exploitation. Comment le bâtiment va être exploité. Donc en effet, on peut faire des projections.
malgré tout, c'est toujours intéressant, C'est intéressant. de le faire et pour me remettre un petit peu à l'échelle du coût du bâtiment au coût d'exploitation du bâtiment. Et ça réveille un peu les consciences. Il y a une autre problématique aussi qui va arriver et qui arrive déjà, c'est lorsqu'on fait la convergence sur une infrastructure, et une seule infrastructure, ou 2 ou 3 maximum dans un bâtiment, eh bien, on fait une convergence et on fait une économie d'échelle sur la structure de l'infrastructure et de la rareté notamment du cuivre qui commence à venir. Donc en effet, quand on fait du pré-câblage immeuble, moi je viens d'une génération où j'ai commencé à bosser en 89, c'était le grand boom du pré-câblage, on mettait de la prise RJ45 de partout et on tirait du câble cuivre de partout. On utilisait une prise, 2 prises, 3 prises, on mettait, on innervait les bâtiments avec ça. Bon, il va falloir qu'on se repose la question maintenant. Alors c'est vrai que toute technologie aujourd'hui, si on fait de la vidéo, c'est un peu compliqué de mettre ça sur un bus, mais il va falloir se poser la question, est-ce qu'à un moment donné, il va pas falloir travailler sur optimiser les bus, je ne parle pas que forcément du KNX, hein, il y a d'autres bus sur le marché, mais pour optimiser la ressource. Voilà, la ressource aujourd'hui, le cuivre. Et on peut peut-être aller même plus loin, pas uniquement sur la ressource matérielle, mais sur la dimension énergétique des choses, et de se dire qu'une information qui est là à un temps, on est présent dans la salle. Il y a une époque où il y avait 3 capteurs, un pour le chauffage, un pour la lumière et un pour le CO2 encore. Et donc, effectivement, la convergence, c'est pas uniquement sur le cuivre, même c'est sur se mettre d'accord tous autour de la table, ça va permettre d'avoir des bâtiments qui sont vachement plus résilients d'un point de vue environnemental. C'est aussi une dimension de la convergence dont on n'avait pas forcément parlé, mais qui a un vrai atout. Nous, aujourd'hui, on a des maîtres d'ouvrage qui nous demandent que, quand on fait un projet avec eux, que le côté RSE, avec des labellisations BREEAM et autres, soit mis en avant plus que la solution technico-économique. C'est qu'est-ce que ça va apporter comme image des grands magasins aujourd'hui s'ils ne savent pas vendre un produit en disant oui, nos produits sont RSE et c'est vendu dans une surface qui est conforme à telle ou telle qualité, eh ben, c'est un problème pour eux. Donc on commence à entrer là-dedans. D'autant plus que l'économie de ces systèmes-là, les banquiers qui vont prêter de l'argent vont prêter des gens à ceux qui sont les plus vertueux. On ne le voit pas forcément dans notre quotidien, on ne le constate pas dans notre quotidien en tant que personne, mais les entreprises qui travaillent au niveau international, eh ben, un banquier anglais, les banques anglaises elles vont prêter plus facilement à quelqu'un de vertueux que quelqu'un qui n'est pas vertueux. Et c'est une réalité. Et là, c'est du sonnant et trébuchant, quoi, clairement. Et ça fait penser... là, on parle d'intelligence, en fait, quelque part, presque d'une intelligence collective. Certains intégrateurs, alors je ne parlerai pas de mes 2 confrères à côté, parce que je les connais bien et je connais leur capacité d'ouverture et à chercher des solutions. Mais c'est vrai que la logique, quand on est souvent dans notre structure, comme un fabricant va proposer ses produits en priorité, ce qui est logique, on va toujours vers ce qu'on connaît en priorité. Et peut-être que ça ne correspond pas obligatoirement aux besoins exacts du client, mais ça fait rien, on se dit on va tordre un peu le truc et puis on va y arriver, on va faire quelque chose. Et c'est vrai que il y a l'expérience qui prime beaucoup et il y a aussi l'expérience collective ou l'intelligence collective. Là, si je prêche pour ma paroisse, comme on est un réseau, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à faire de la réplication ou réplicabilité, je ne sais pas le mot qu'on va trouver, de systèmes, d'architecture pour que quand on a fait un supermarché à Lille, là au commencement à Gravelines, il y a une réception à l'instant, quand on a un supermarché qui se présente à Chambéry ou à Angoulême, en fait, on va pouvoir capitaliser, aller très vite à proposer une solution parce qu'on a déjà raté quelque chose à un endroit où il a fallu corriger. Et en fin de compte, après, c'est de proposer à l'intégrateur local déjà quelque chose qui fonctionne. On sait, il va falloir l'adapter un petit peu au local parce que le bâtiment a sa structure, mais à un moment, on arrive en tout cas, on essaye, l'entreprise n'a que 3 ans, alors vous imaginez, on a du temps pour capitaliser suffisamment, mais capitaliser dans l'expérience, capitaliser dans les systèmes et cette intelligence collective, c'est comment ramener, et on parlait des tutos ou autres, c'est vrai que l'idée, on ne l'a pas fait, ça va être de créer des tutos. On a déjà fait de la rédaction de CCTP pour 3 gros bureaux d'études plutôt Nord-France. Je sais déjà, il y en a un qui a totalement abandonné parce qu'en fin de compte, c'est les ingénieurs CVC du BE ne comprenaient pas le smart et n'arrivaient pas à le reprendre. Donc ils ont dit, on reste sur notre niveau, donc on fait du smart dans la GTC en se disant ça suffira bien et s'il y a un besoin de GTB,
advienne que pourra, s'ils arrivent à reconnecter. Toujours un problème d'implication. D'implication et de vouloir proposer quelque chose d'ouvert. L'implication, tu as raison. Mais à un moment donné, c'est aussi la problématique que rencontrent les gens qui sont liés à ces lots silotés. Et en fait, un ingénieur CVC dans un bureau d'études, aujourd'hui, on lui demande de faire de la distribution, de la production, de la distribution d'eau et d'air. Dans son métier, et quand tu regardes l'historique dans ce métier du CVC, ben, c'est jamais l'ingénieur CVC qui le traite. C'était l'industriel. C'était Siemens, c'était j'oublie le nom. Et Honeywell et compagnie. Et donc c'est eux qui faisaient que là aujourd'hui, et je pense que dans la salle on est bien conscient de ça, c'est qu'aujourd'hui on est des intégrateurs de multisystèmes, d'accord, de multiprotocoles. Et donc cette problématique-là aujourd'hui ils n'ont pas intégré ces gens-là parce qu'ils n'ont plus le soutien. Qui sont vrais, et c'est ce que tu disais aussi, que vraiment tu es arrivé avec quelque chose qui aurait pu fonctionner, mais ça doit rouler. Et on peut s'interroger par contre s'il ne faut pas faire l'inverse. Moi, j'ai tendance à penser ça, en tout cas, les laisser travailler, faire ce qu'ils savent faire, parce qu'il y a cette dimension SSI, responsabilité, on touche à de la responsabilité. Tu disais, t'envoies 80, ils en font les 60. Si tu peux être tout, c'est ta responsabilité à tout, et donc tu vas devoir prendre l'assurance en conséquence. Est-ce que l'idée de se dire qu'il faut les laisser travailler, et ensuite venir légitimement, parce que le maître d'ouvrage a imposé cette méthode-là, dire, OK, vous avez fait vos cahiers des charges, maintenant nous, experts, intégrateurs, AMO, etc., on va venir ponctuellement vous dire, là, il va falloir que ça cause comme ça, avec un référentiel commun. Et cette méthode-là, et je pense qu'elle est, que ce soit au niveau de la sécurité, de la partie GTB, si c'est, ça permet que chacun ait sa limite de responsabilité et que sans rajouter un lot d'intégration en plus, après ça se discute. Hein. Oui, ça se discute, le lot d'intégration. J'étais un partisan. Je me pose des questions. Moi, j'avoue que je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu dans tout ça, parce que des problématiques de responsabilité, comme tu l'as dit. On a tous connu, je pense, on est sur un projet, une CTA, un automate, un régulateur, pas communicant. On s'adresse à l'installateur, bon, ton truc, il n'est pas communicant. Ben, écoute, moi j'ai vendu ça, c'est dans la machine, mon fabricant me l'a vendu. Moi, il m'a dit qu'il est communicant avec 2 contacts secs. Quoi. Voilà. Donc en effet, à un moment donné, il faudrait qu'on puisse intervenir, dire ben voilà, on va mettre tel automate, on va mettre tel régulateur, et que ce soit cohérent pour que l'ensemble de l'installation fonctionne. À quel niveau il faut qu'on intervienne? Je suis un peu perdu, j'avoue que je suis un peu perdu. D'accord, tout à l'heure, on était un peu short time parce qu'on avait démarré un peu plus tard. Et je pense que c'est intéressant de prendre un peu un temps de questions. Je pense qu'il y avait des questions sur la première session qui n'avaient pas forcément eu le temps d'être évoquées. Il y en a peut-être là aussi. Donc je ne sais pas si ça vous dit d'avoir un peu d'interaction. Julien, je ne sais pas si on avait un micro pour l'audience, et sinon il y a le Zoom qui est là. Au pire, je pense qu'on peut prendre le Zoom d'ambiance. Ouais. Vous allez parler fort. On vous entendra. Tout à l'heure, on a parlé de bâtiments intelligents et nous, on a cette position en tant qu'intégrateur où on voit bien que on se pose des questions, un lot GTB, pas un lot GTB, comment on va structurer tout ça. Nous aujourd'hui en tant qu'intégrateur, moi en tout cas personnellement, je ne sais pas si j'ai envie de supporter la responsabilité d'un lot GTB. On la supporte déjà malgré nous parce qu'aujourd'hui on n'a personne qui fait le lien. Et on constate aujourd'hui qu'il y a un trou dans la raquette et il manque quelque chose. Alors ça peut être une opportunité pour les intégrateurs pour créer de nouveaux métiers, comme par exemple un AMO Smart, mais aujourd'hui c'est pas le métier de l'intégrateur, de faire le lien, ce lien transversal entre le métier de la team, le métier de l'eau, le métier de vidéosurveillance ou autre. L'intégrateur, il est là pour remonter des informations et faire communiquer son bâtiment, mais c'est des informations qu'on doit lui mettre à disposition et c'est pas à lui de porter le projet. Et c'est pour ça que moi je me pose cette question-là aujourd'hui, est-ce qu'il faut un GTB ou pas? C'est la question que vous posez, mais quelle est la solution En tout cas, tu dis que c'est pas le rôle de l'intégrateur que de se charger de cette responsabilité-là. Disons que la responsabilité, elle est énorme. Parce qu'on peut venir nous chercher pour tout et n'importe quoi. En même temps, la responsabilité, tu la prends déjà. Mais on la prend déjà. C'est pour ça que je dis, je pose la question. Parce que
on prend d'énormes responsabilités, on paye moi je paye des assurances relativement importantes. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'assurance intégrateur, ça n'existait pas. Je me suis battu avec la SMA BTP pour qu'ils créent la première assurance intégration. Et c'était un monde particulier, et en effet, tu as raison, quand un bâtiment ne fonctionne pas, qui on appelle? L'intégrateur. Et ça c'est dramatique, et c'est pour ça qu'il faut à un moment donné... Alors, pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit bien épaulé par le maître d'ouvrage. Si le maître d'ouvrage est avec nous, si il est conscient de la problématique et s'il nous accompagne dans le process de construction du bâtiment et du projet, on peut arriver à faire des choses comme il faut. Quand le maître d'ouvrage il est complètement en dehors de ce qui est le monde du bâtiment, lui il a besoin juste d'un service et de surface, c'est compliqué qu'il vienne nous aider ou nous apporter un appui aussi bien dans la maîtrise d'œuvre qu'auprès des installateurs. Et ça, c'est une vraie problématique. Ouais, mais quand les données ne vont pas remonter, parce qu'il y a un problème, tu ne sais pas pourquoi la donnée, elle ne remonte pas, ou tu as des données totalement incohérentes, ton maître d'ouvrage, là, il va te supporter jusqu'à ce que ça ne marche pas. Et après, c'est à toi de prouver où c'est toi, et là, tu corriges. Complètement. Soit il faut aller voir tous les lots, ou le fabricant aussi, et aller voir en disant au chauffagiste, bah, écoute, c'est peut-être ta vanne qui a un problème, ou c'est peut-être ton câble KNX que tu as passé, ou le backnet qui ne fonctionne pas. Et c'est très difficile parce que c'est toi qui dois faire le lien à ce moment-là déjà en amont, donc autant le faire en amont et pour le faire a posteriori. Et toi, le dernier coup, on a eu un problème je crois qu'il y a encore des soucis. Il a fallu près de 6 mois pour trouver qu'en fait l'installateur électrique avait mis des câbles bus qui, quand tu prends le câble comme ça, en fait il compte les litres. Mais il a fallu démonter une colonne, mais ça a pris 6 mois et c'était nous qui étions soi-disant les fautifs, on savait bien que ça venait pas de nous. Mais après il a fallu refacturer l'électricien, mais il a fallu d'abord que nous on prenne à notre charge toutes les interventions. Heureusement on a une belle trésor. Et après, on refacture l'électricien qui doit recabler, il faut tout relancer. On n'est pas fautif et on doit faire le lien et comprendre les autres lots. Ce que disait David, c'est qu'effectivement, tout ça, et je pense que c'est assez partagé, c'est qu'il y a un vrai trou dans la raquette de compétences dans la maîtrise d'œuvre sur ces dimensions-là. En fait, on est à un tel niveau de technicité que ça devient les intégrateurs qui vont être une extension de la maîtrise d'œuvre finalement. D'ailleurs, c'est un sujet assez intéressant, peut-être qu'il y a d'autres questions, mais... en fait, et une extension de l'équipe de maîtrise d'œuvre, en fait, et de se poser la question si l'intégrateur devient un sous-traitant direct ou même intégré dans les entreprises, des délais, etc., ou à l'intérieur d'un lot, cette expertise-là, elle disparaît en fait, parce que la poussière est cachée sous le tapis. Ça nous est arrivé une fois, nous, d'avoir un maître d'ouvrage qui demande que l'intégrateur soit le mandataire d'un groupement d'entreprises. La problématique que ça pose, c'est que nous, notre lot, la valorisation de ce qu'on fait par rapport à la valorisation des installations de chauffage ou des legs n'a rien à voir, n'a pas de commune mesure. Et donc, comment on se situe quand on parle aux assurances? Alors, vous avez des sous-traitants. Attention, certaines assurances vont vous dire il faut que vous soyez assuré pour le métier de votre sous-traitant. C'est le principe de la sous-traitance, c'est la compétence. C'est très compliqué. Et donc, pour rejoindre ce que... C'est bien, moi, à l'époque, j'ai dit, putain, le dommage qu'il a compris. Oui, il a vraiment tout compris parce qu'on engageait, nous, notre responsabilité sur tout. Mais ça fonctionnait. Par contre, ça a bien fonctionné puisqu'on a fait les choix qu'on voulait, appuyés par le maître d'ouvrage. Les entreprises n'ont pas discuté avec nous, elles ont fait ce qu'on leur a demandé. Et ça s'est bien passé. Mais... il y a deux revers de la médaille. Il y a dû avoir du sport. Hein. Non, ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien passé parce qu'on a organisé, c'est nous qui avons organisé ça. Voilà. Moi, je voulais dire aussi, des fois, on organise bien la construction, mais dans la vie future du bâtiment, dans les extensions, dans l'évolution. Et ben, des fois, les entreprises ne sont plus conscientes qu'il y a une interopérabilité et font les développements système dans système. Et on se rend compte que les évolutions qu'ils ont faites sont totalement incohérentes avec le projet initial. Déjà, ça commence avec les DOE. C'est ça. Les DOE, si les DOE ne sont pas faits, si on ne donne pas les logiciels, si on ne donne pas le paramétrage, et combien d'installations on est passé où il n'y a pas le paramétrage, où il n'y a pas les informations. On sait pas. Déjà, les DOE, quoi. Les DOE, ça commence par ça. Quoi. Et à jour. Le dernier. TQC, ouais. Donc,
Ma question, mais c'est une remarque. Je pense que c'est la vie du bâtiment et le fait qu'on fait une réflexion sur ce qu'on a installé. Est-ce que ça répond aux besoins qui étaient précisés au début? Est-ce que les besoins sont changés dans le temps? Et je pense que là, le décret BAC et le décret tertiaire, avec le concept de l'ordre qui va vérifier que ce qu'on a mis en place répond bien à ce qu'on a dit qu'on doit faire. On doit avoir les objectifs et on doit. Est-ce qu'on a obtenu les objectifs? C'est quelque chose qui fait que le bâtiment doit vivre. On doit avoir un projet qui est mis à jour, qui est évolutif. Donc pour notre métier comme intégrateur, en fait, c'est une continuité de service et pas juste, voilà, j'ai livré le bâtiment, je suis payé et c'est fini. Là, c'est le concept de continuité de service. Pour aller plus loin, le décret BACS impose le contrat de maintenance. Justement, ce qui va obliger à revenir au moins une fois par an. Et comme normalement on propose après des diagnostics à distance réguliers ou autres, déjà ça permet de voir s'il y a des alertes, s'il y a des dérives dans le bâtiment. Et comme maintenant on va passer une fois par an sur tous les bâtiments de plus de 1000 m², je rappelle 280 000 bâtiments à mettre aux normes d'ici 2030, donc c'est juste impossible et on a un boulot de dingue devant nous. Cette maintenance associée, normalement, est là, est censée garantir cette pérennité, cette évolutivité du bâtiment selon les besoins, selon le client, en fait, selon ses usages qui vont évoluer, on disait 70 ans, peut-être pas 70 ans, peut-être dans un bâtiment, mais même si c'est déjà dans les 30 prochaines années, les besoins entre les usages d'aujourd'hui et ceux de dans 30 ans, on n'a aucune capacité de savoir ce que ça va être dans 30 ans. À titre d'information, pour le décret BAC, les appels à candidature pour les inspecteurs en sont déjà sortis. Oui. Donc ça, le gouvernement commence à recruter des gens pour venir vérifier les décrets BAC. Donc ils seront mis en place en 2030, ouais. Mais ils commencent à lancer des candidatures pour voir quel profil peut faire ce métier, qui va pouvoir assurer ça. Donc, pardon ? Il y a des possibilités. C'est les seuls qui vont comprendre. Juste une piste de réflexion sur la partie GTB qui doit normalement chapeauter la GTC. Et je pense que la bonne limite de prestation, c'est que les différents corps de métier devraient mettre à disposition sur le réseau IP, dans différents protocoles IP, mais pas en tout cas des contacts secs, pas des protocoles plus, mais vraiment de l'IP et dire chaque lot, CVC, plomberie, ELEC, mettent à disposition des points IP. Et le lot GTB doit être juste de l'ingénierie et du logiciel. J'ai vu de nombreux CCTP aujourd'hui où dans le lot GTB, il y avait encore du raccordement de contacts sur des récupérations de points ELEC, etc. pour récupérer des interfaces sur les compteurs ELEC. Non, je pense que la bonne limite de prestation, c'est le réseau IP. Et le lot GTB doit chapeauter toutes les GTC, que les lots, les différents corps de métier doivent mettre à disposition. Je mets des points sur le réseau IP et on récupère, et d'avoir cette prestation uniquement logicielle et d'ingénierie pour aller chercher tous ces points sur le réseau IP. J'irais même plus loin, je pense que l'idée du contexte et du référentiel qui au départ, il doit être aussi de la responsabilité en amont. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais souvent l'intégrateur qui va faire la GTB, il doit ramener tout le contexte de localisation, de nommage, etc. C'est un travail énorme, mais en fait, il pourrait être fait au départ correctement par les fabricants. Exactement. De donner les identifiants pas écrire code. Non, mais sur cette partie-là, effectivement, d'aller aussi loin dans l'idée, même plus loin. Je voulais juste revenir sur la partie IP, dire qu'on remonte sur l'IP, pour moi ça revient à dire la même chose que j'ai une API web. Le fait qu'on soit compatible ou pas, qu'on soit en bus ou en IP, pour moi c'est pareil, c'est derrière quel est le protocole qui va être utilisé et comment on va interpréter la donnée. Mettre à disposition sur l'IP, ok, j'ai mis ma limite de responsabilité, mais qui est responsable de l'autoroute? C'est-à-dire qui est responsable du réseau? Et notamment les faiblesses qu'on peut avoir de mettre à disposition des points. On peut parler de l'adressage, on peut parler aussi du débit sur le réseau IP, malgré qu'on a beaucoup de marge, hein, on est d'accord là-dessus. Mais on peut avoir du bouclage, on peut avoir de la répétition qui peut être faite, on peut facilement arriver à le saturer et à se dire, bon, j'ai remonté sur l'IP, mais au final, j'ai mon réseau IP qui sature. Et qui est justement l'architecteur de cette partie IP-là, et qui fournit ce service de communication. Est-ce que c'est à chaque lot
qui doit fournir son propre réseau IP pour me dire ben là tu as une prise, tu l'as, donc ça veut dire qu'on remonte et on arrive à peu près au même point, ou est-ce que ça va être notamment la notion du DSI avec la segmentation des réseaux, le fait de remonter et le fait aussi de remonter jusqu'à l'applicatif. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, il a fallu trouver une solution pour tout remonter sur une machine, pour pouvoir remonter sur la couche applicative, pour pouvoir justement récupérer les données et les échanger entre elles. Mais sur un bâtiment de 2000 ou 3000 m2 qui est le gros du parc, tu n'auras pas d'AMO Smart, tu n'auras pas de DSI. Donc ça veut dire que ça revient à l'intégrateur de diagnostiquer, de préparer son architecture et de concevoir. Il y aura forcément un DSI à partir du moment où on met en place des équipements actifs et une connexion Internet. Oui, mais alors ça sera une entreprise externe qui prestera. Comme c'est des entreprises externes, mais du coup, ça veut dire que dans l'implication et justement dans le choix des entreprises, il faut justement trouver des entreprises qui proposent des prestations de réseau et de maintenance de réseau qui ont justement cette notion-là du bâtiment communicant et de comment on communique. Parce que nous, on a des particularités qu'on utilise sur les réseaux IP que eux, ils ne connaissent pas. Parce que dans leur univers, principalement, ça va être des solutions serveurs, HTTP, FTP, SMTP, voilà. Peut-être clôturer là-dessus avec effectivement que la notion de convergence, elle emmène toutes ces questions et que ce qu'on dit finalement tous ensemble, c'est qu'il y a un moment, ces acteurs-là et nous et vous, il faut que tout le monde puisse vraiment travailler ensemble.